Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La mise en place de la zone de libre-échange continentale en Afrique, ZLECAF, de même que l'élargissement de la COMESA et de la CEDEAO à de nouveaux partenaires ou bien le blocage de l'UMA, invite les chercheurs à dresser un bilan et envisager les perspectives des processus d'intégration en Afrique dans différents domaines, économiques, monétaires, mais également politiques, culturels et sécuritaires. Quels sont les facteurs clés d'une intégration réussie ? Quels sont les enseignements tirés des expériences de différentes formes d'intégration en Afrique ? Ces enjeux constitueront la première section de cette introduction, tandis que la seconde sera consacrée à la présentation du plan du livre. 1. Les enjeux du processus d'intégration en Afrique. Dans un monde incertain et instable en raison de la succession des crises économiques et financières et des développements géostratégiques récents, printemps arabe, aggravation des risques sécuritaires de l'espace sahélo-saharien, etc., les pays d'Afrique du Nord se trouvent confrontés à de nouveaux défis, au premier rang desquels l'édification d'économies diversifiées résilientes aux chocs externes, à même d'assurer un développement durable et inclusif. Outre les facteurs extérieurs, le ralentissement de la croissance dans ces pays, plus de 10% en 2003 pour la zone Moyen-Orient-Afrique du Nord selon le FMI, contre seulement 3 à 5% entre 2005 et 2018, est en partie attribuable au manque de diversification de leurs économies, au faible degré de sophistication de leur système productif et à la dépendance à l'égard des un nombre restreint de partenaires. En outre, la qualité des institutions et de la gouvernance n'ont pas permis de constituer un cadre propice aux dynamiques de croissance et de développement. La transformation structurelle et institutionnelle apparaît ainsi comme l'une des priorités politiques dans la région. Dans ce contexte, le rôle de l'intégration régionale comme levier de la diversification et de sophistication des économies sud-méditerranéennes et subsahariennes, et donc d'une meilleure insertion dans l'économie mondiale, constitue un objet d'étude d'intérêt majeur. Pour ne pas enfermer les économies dans une spécialisation peu porteuse, une progression dans l'échelle des avantages comparatifs, par remontée de filières et création d'activités nouvelles dans les secteurs à haute valeur ajoutée, est nécessaire. Une politique industrielle coordonnée orientée vers la sophistication des processus de production et des exportations pourrait alors constituer le levier d'un changement structurel en mesure d'assurer la stabilité sociale et la transition politique pacifique. 2. Plan. Cette problématique des effets à attendre d'une zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, et des processus d'intégration régionale plus prononcés entre différents pays du continent donnera lieu à 8 chapitres. Le premier chapitre, qui a pour auteurs Marwan Raissi, Nabil Boubrahimi et Azzedine Ghoufrane, met en évidence que les pays africains ne sont pas au même niveau de développement. Leurs fondamentaux macroéconomiques ainsi que leurs structures productives, leur dynamique démographique et leurs mutations territoriales sont tout aussi disparates. En outre, les asymétries caractérisant les régimes fiscaux et financiers, conjuguées aux divergences des cadres juridiques et institutionnels des différents pays, sont autant de défis à relever en vue de libérer le potentiel de synergie et de complémentarité des économies africaines. Un tel état invite à envisager l'opportunité de regroupement des pays adjacents pour constituer un club de convergence. Ces pays présentent des caractéristiques structurelles et des conditions initiales similaires, tout en convergeant vers une même trajectoire de développement. Basé sur le modèle de Solow, ce chapitre propose une analyse théorique et empirique des perspectives du processus d'intégration régionale africaine amorcé par l'adoption de l'accord portant création de la ZLECAF, entré en vigueur à partir du 30 mai 2019. Il se propose d'examiner le processus de rapprochement entre les échelons régional et continental, sous un prisme économique. La question principale à laquelle il cherche à répondre est de savoir si les espaces économiques régionaux peuvent transcender les asymétries économiques, politiques et institutionnelles en vue de parvenir à une intégration réussie. Les estimations empiriques ont permis de confirmer l'existence d'une dynamique de convergence conditionnelle au sein de l'espace de la ZLECAF. Le deuxième chapitre, rédigé par Ahmed Silem,
examine la littérature théorique présentant les avantages structurels de l'intégration territoriale, et la littérature de travaux empiriques mesurant les potentiels de croissance et de commerce extérieur auxquels les pays d'Afrique du Nord-Ouest renoncent en ne donnant pas suite par une intégration régionale effective au traité de Marrakech instituant l'Union du Maghreb arabe. La littérature retenue, pour l'analyse des effets structurels, est celle des théories des unions douanières et des unions économiques et monétaires. Quant à la mesure des potentiels de croissance du PIB et des exportations, la littérature a porté sur les travaux ayant recours au modèle d'équilibre général calculable et au modèle de gravité, et qui ont fait l'objet d'une analyse archéologique dont les éléments seront repris dans les chapitres suivants. C'est ainsi que le troisième chapitre, dû à Mamoudou Sebego et Ochosias Gebagidi, examine à l'aide d'un modèle d'équilibre général, les potentiels impacts économiques et commerciaux d'une perspective de renforcement de l'intégration entre les pays de la CEDEAO et de l'UMA. Ciblant particulièrement le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie, les auteurs mettent en évidence les effets potentiels de création et de détournement de commerce ainsi que les coûts et les bénéfices attendus en termes de recettes tarifaires, de croissance économique, de bien-être et d'impact sectoriel au niveau de la production. De son côté, Mohamed Yacine Boungar, dans le 4e chapitre, reprend la modélisation gravitaire pour l'appliquer aux relations commerciales de l'Algérie avec ses partenaires africains dans la perspective de la ZLECAF. Boungar propose de faire le point sur le volume et la nature du commerce extérieur de l'Algérie avec ses partenaires africains. Il examine ensuite le potentiel du commerce extérieur entre l'Algérie et ses partenaires africains, afin d'identifier les politiques à mettre en place. Le 5e chapitre, rédigé par Bernard Ngekung, développe aussi un modèle de gravité avec pour objectif d'évaluer l'effet du niveau infrastructurel actuel en Afrique subsaharienne sur l'intégration commerciale dans cette sous-région. Le modèle de gravité est estimé par l'estimateur Poisson, du pseudo-maximum de vraisemblance. Au terme de ces estimations, les résultats mettent en évidence un effet positif attendu sur les échanges des infrastructures de transport telles que les routes, les ports et les aéroports. Il apparaît également que l'effet des infrastructures de transport terrestre est plus faible que celui du transport maritime et aérien. Ceci traduit la réalité de ces pays, qui sont plus difficilement joignables par route que par les deux autres moyens. Le 6e chapitre, dû à Cécile Bastidon et Kwaku Constant Ouattara, est une revue de la littérature ayant pour objet de dessiner les principales caractéristiques d'un cadre d'évaluation empirique de l'effet des investissements directs étrangers, ID, sur la croissance, dans le cas des économies en développement africaines et dans le contexte de l'adoption du traité instituant la ZLECAF. Le chapitre consiste en une revue sélective de la littérature relative aux dynamiques de croissance endogène et à leur cadre institutionnel. Sur cette base, les auteurs réalisent une lecture critique de travaux empiriques récents portant sur la relation entre ID et croissance dans les économies en développement. Cette lecture fait apparaître une similarité forte entre les conditions à la manifestation, d'une part, d'effets favorables optimaux des ID sur la croissance des économies en développement africaines, et d'autre part, d'effets favorables optimaux de la mise en œuvre d'une zone de libre-échange continentale. Ce constat suggère que les gains associés à la mise en place de politiques publiques favorisant, en particulier, les réformes institutionnelles et les réformes des systèmes de financement domestiques, pourraient être plus importants que le suggèrent les littératures empiriques existantes. Les gains peuvent en effet résulter de canaux qui ne sont généralement pas considérés simultanément. Le 7e chapitre, de Wenzin Demlafi Dieudonné Tondé, porte sur la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Il a pour objet l'analyse des effets de la diversification des principaux partenaires commerciaux sur la vulnérabilité économique externe de l'UEMOA. Il s'agit d'évaluer les effets des termes de l'échange sur la croissance économique de la zone avant et après cette diversification, pour les périodes 1981 à 2000 et 2001 à 2017 respectivement. Les résultats économétriques de long terme du modèle ARDL avec l'estimateur Pool de Mine Group, PMG, montrent que cette pluralité de principaux partenaires commerciaux engendre une détérioration des termes de l'échange accentuant la vulnérabilité économique externe de la zone. Ainsi,
La prise en compte de la diversité des vulnérabilités économiques externes des pays de l'UEMOA dans le cadre d'un panier de monnaie pourrait constituer un moyen efficace de diversification des risques afin d'approximer une optimalité du régime de change. Ces problèmes monétaires dans la problématique d'intégration régionale sont encore l'objet du 8e chapitre proposé par Désiré Avom, Isel Flora Malakwete et Ferdinand Owoundiel. Les auteurs abordent la question du rôle de l'intégration économique et de la qualité des institutions dans l'explication des différences de désalignement observées des taux de change réels, TCR, entre les régimes de change en Afrique. D'une manière générale, l'étude du problème des désalignements des taux de change réels dans les pays en développement, comme celle de Devarajan, 1996, consacrée aux pays de la zone franc ayant en commun l'usage du franc CFA, bien que n'étant pas nouvelle en soi, c'est cependant exclusivement limité à l'analyse comparative des différences observées avant et après l'ajustement monétaire intervenu en 1994. Dans ce 8e chapitre, les auteurs innovent en évaluant simultanément le rôle principal des accords commerciaux, d'investissement et de la démocratie dans la rationalisation des différences de désalignement du TCR des différents régimes de taux de change à partir d'un échantillon de 30 pays observés sur la période 1980 à 2016. Pour y parvenir, les auteurs construisent les indicateurs concurrents de désalignement en utilisant les techniques de CO-intégration modernes qui prennent en compte la dépendance interindividuelle des erreurs dans les équations estimées. Les 3 principaux résultats obtenus montrent que les régimes fixes en soi ne sont pas sujets à davantage de désalignement, mais la qualité institutionnelle, les liens économiques avec les partenaires étrangers sont essentiels pour expliquer les écarts observés. 2. La distinction entre les partenaires africains et internationaux dans les accords des investissements révèle des différences de grande ampleur dans les désalignements selon le niveau de démocratie, suggérant que les pays démocratiques peuvent adopter des régimes intermédiaires, alors que les pays considérés comme moins démocratiques seraient plus enclins à l'adoption des régimes fixes plus favorables à la réduction des déséquilibres auxquels ils sont confrontés. 3. L'appartenance à une CER a tendance à réduire significativement l'ampleur des désalignements. Chapitre 1. L'espace ZLECAF, Club de convergence ou trappe d'asymétrie. Marwan Raisi, Nabil Boubrahimi, Azzedine Ghoufrane. Introduction. Face aux enjeux de la mondialisation des marchés, de la polarisation des échanges commerciaux et de l'intensité de la rivalité entre blocs régionaux, le décloisonnement des économies africaines pourrait être un levier de co-développement intracontinental et un catalyseur de l'émergence d'un pôle régional de croissance partagée et inclusive. Cette vision s'inscrit dans le cadre des aspirations panafricaines de l'Agenda 2063 pour un continent prospère, solidaire et intégré. L'idée d'instauration d'une zone de libre-échange continentale conçue comme étape vers l'approfondissement de la coopération et de l'intégration de l'Afrique pourrait se révéler salvatrice dans un contexte de résurgence des tendances nationalistes, de regain des hostilités protectionnistes et de désenchantement vis-à-vis du système commercial multilatéral. Du point de vue de l'économie du développement, l'ouverture dans le cadre d'un processus d'intégration entraînerait une convergence des niveaux de revenus. Ce résultat serait néanmoins conditionné par un mouvement des capitaux des pays plus développés vers les pays moins développés de la zone concernée, en vue de générer des externalités positives en termes de capacité de production et de transfert de technologie. S'agissant de l'enchevêtrement des appartenances simultanées à plusieurs blocs régionaux et leurs incidences sur les engagements pris par chaque pays au titre du commerce multilatéral et des accords bilatéraux, la question clé consiste à savoir quelle relation compte le plus et quel lien il faut privilégier. Il est tout aussi important de s'enquérir sur les possibilités de cohabitation de ces multi-appartenances et sur les voies éventuelles pour bâtir des partenariats complémentaires et non évincifs. À cet égard, les néoclassiques supposent que la dimension géographique et les dotations factorielles sont déterminantes pour une croissance tirée par l'intégration internationale. Néanmoins, les niveaux de convergence qui en résultent sont peu corroborés par des études empiriques détaillées, tel qu'il a été étayé par Rodriguez et Rodrick, 1999. En revanche,
Les institutionnalistes défendent l'idée selon laquelle la qualité des institutions permet de maximiser les gains de l'ouverture et de favoriser la convergence des revenus. Lorsque les institutions sont déficientes, l'ouverture ou l'intégration, non encadrée par des critères rigoureux, fragilise l'économie. Dans ce sens, Roderick, 1999, postule que le développement dépend moins du marché mondial ou régional que des stratégies adoptées par chaque économie. Au même titre, Acidon 2002 met l'accent sur le fait que l'intégration internationale des PED ne résulte pas d'une marche inexorable du marché à l'échelle mondiale, mais de choix de politique économique nationale, si dictée par l'extérieur soit-elle. Le succès de l'intégration africaine est donc déterminé par l'engagement et la capacité des États membres à mener des réformes structurelles au niveau interne, en vue de bonifier les opportunités offertes par un cadre partenarial régional. L'existence de disparités spatiales entre les différents blocs régionaux laisse présager des difficultés réelles à une intégration continentale. À ce titre, la diversité des trajectoires empruntées par les différentes communautés économiques et les écarts en termes de profondeur des processus d'intégration amènent à s'interroger sur l'opportunité d'une phase préparatoire qui procéderait d'une harmonisation en grappe des groupements déjà existants préalablement à l'engagement d'un rapprochement élargi. La pertinence de ce questionnement est d'autant plus prégnante que les imperfections du processus d'intégration en Afrique seraient, selon plusieurs analyses, la source de nouveaux déséquilibres ou distorsions. Aussi, l'harmonisation de l'agenda de la ZLECAF avec les engagements pris par chaque pays au titre d'autres groupements s'impose comme préalable à l'amorce du schéma continental. L'un des objectifs consiste à identifier les groupes présentant des prémices d'une convergence relativement rapide et moins contraignante. Cette stratification du schéma d'intégration en faciliterait la maîtrise du point de vue économique et institutionnel, et le dépassement des asymétries. L'achèvement de chaque sous-processus permettrait ainsi d'enclencher une dynamique de rattrapage pour converger vers le groupe le plus abouti. Dans cette perspective, notre travail traite la problématique de l'intégration africaine à l'aune de l'entrée en vigueur de la ZLECAF, en tenant compte de la dimension spatiale mais aussi des expériences de rapprochement infracontinental comme soubassement à un partenariat plus approfondi. Dans ce sens, nous présentons en premier lieu une brève revue de littérature de la question de la convergence économique. Cet encadrement conceptuel nous permettra ensuite de mettre en évidence, de manière descriptive, la situation actuelle de l'intégration africaine et d'en déduire les divergences sur lesquelles le processus pourrait achopper mais aussi les similitudes susceptibles d'en fluidifier l'évolution. Nous proposons, enfin, une analyse empirique de l'intégration continentale en Afrique à travers une modélisation des interdépendances des principales communautés régionales permettant d'examiner s'il existe une tendance robuste vers une véritable convergence économique. 1. Fondements théoriques de la convergence économique, brève revue de littérature. La notion de convergence est polymorphe. Elle revêt un caractère multidimensionnel couvrant des domaines divers et souvent imbriqués: industrie, urbanisation, stratification sociale, progrès technologique, etc. Kiss, 1971, rappelle qu'en sciences sociales, la convergence représente une idée selon laquelle toutes les sociétés industrielles modernes, quel que soit leur ordre politico-structurel, subissent dans leur évolution les mêmes conditions sociales. La réflexion autour de la convergence est d'autant plus intéressante pour le cas des pays africains, que ces derniers présentent des similitudes au niveau de leurs problèmes structurels mais aussi des situations cibles espérées. Dramani 2011 rappelle que l'idée de la convergence économique s'appuie sur les modèles de croissance néoclassiques, Solow 1956. La convergence réfère à une tendance à l'égalisation, à long terme, du taux de croissance du revenu ou de la production par tête de différentes zones géographiques. Une zone est alors convergente lorsque ses économies pauvres tendent à se développer plus rapidement que ses économies riches, de manière à ce que l'écart séparant les deux groupes en termes de niveau de revenu ou de production s'estompe à long terme. D'un point de vue théorique, il existe plusieurs schémas de convergence. La littérature développée à ce sujet laisse apparaître des conceptions multiples de ce phénomène et des résultats peu concordants. Durlao Feka, 1999, Islam 2003. Le Gallo et Dallerba 2005
estime que ces divergences s'expliquent, en partie, par le recours à des approches méthodologiques différentes, coupes transversales, données de panel, séries temporelles, etc., pour tester les hypothèses de convergence. Le concept de la bêta-convergence, développé notamment par Barrow et Salah I. Martin, 1991, suggère 3 hypothèses possibles. La convergence absolue qui suppose que les revenus nationaux par habitant convergent à long terme vers un niveau identique, indépendamment des conditions initiales des différentes économies. 2. La convergence conditionnelle qui énonce que les revenus par habitant des régions présentant des caractéristiques similaires, démographie, niveau technique, spécialisation, etc., convergent vers un niveau identique à long terme quelle que soit leur situation initiale. 3. La convergence des clubs qui présume que les revenus par habitant des régions dont les caractéristiques structurelles sont identiques et les conditions initiales sont proches, convergent vers un niveau de long terme identique. 2. L'intégration africaine à l'épreuve des asymétries et du télescopage des accords. Pour la CNUSET 2019, l'intégration régionale est un processus par lequel des États voisins concluent un accord visant à renforcer la coopération entre eux au moyen de règles communes. Par commerce intra-régional, on entend un commerce concentré sur les échanges économiques, principalement entre les pays d'une même région ou zone économique. Dans un contexte international marqué par la montée des incertitudes et l'exacerbation des tendances protectionnistes, guerre commerciale sino-américaine, Brexit, risque d'enlisement du système multilatéral, choc monétaire, instabilité des prix, etc., l'instauration d'un espace régional intégré est l'un des leviers de la fédération des dynamiques de développement intra-africaines et de la mutualisation des ressources et des progrès. Cette intégration est admise à plusieurs égards comme alternative à l'idée du panafricanisme, née suite au mouvement des indépendances des années 60 et l'instauration de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, en 1963. Les avantages présumés de l'intégration continentale ne sont pas exempts de risques et ne doivent pas masquer les défis auxquels pourrait se heurter son aboutissement et qui pourraient compromettre la vigueur de la convergence économique des pays de la zone. En effet, postuler que l'Afrique constitue un bloc homogène serait contre-intuitif. À ce titre, Matalatala, 2017, rappelle que le continent compte 14 groupements économiques régionaux dont 11 sont reconnus par l'Union africaine. Avec une telle hétérogénéité, le passage de l'abstraction conceptuelle de la ZLECAF à son opérationnalisation effective serait confronté à des difficultés objectives dont la question de la multi-appartenance aux communautés régionales et ses implications juridiques, économiques et institutionnelles. Gebagidi, 2013, précise que la plupart des 54 pays africains appartiennent à plusieurs groupements. Tandis que 8 pays seulement sont liés à un seul groupement régional, 27 sont membres de 2 groupements, 18 appartiennent à 3 groupements et un pays est membre de 4 groupements. Si la ZLECAF pourrait être considérée comme un rapprochement des différentes visions d'intégration africaine, il n'en demeure pas moins que les divergences historiques d'intérêts économiques, politiques et stratégiques pèsent sur cette tentative de regroupement et risquent même d'exacerber les tendances nationalistes et les rivalités entre les différents blocs. Cependant, force est de constater que les États africains prennent comme modèle de référence l'expérience de pays européens avec souvent un arrimage aux anciennes puissances coloniales. Le poids des échanges et les liens de coopération tissés dans ce sens témoignent éloquemment de cette préférence du rapprochement du Nord au développement des relations interafricaines, reléguées au deuxième rang. Les tentatives d'intégration en Afrique, qui correspondent au CER du tableau 1, sont largement inspirées de la construction européenne. Elles visent généralement une union économique intégrale, à l'exception de l'UDAA et de l'UMOA qui s'en tiennent à l'union douanière, et de la COMESA qui va jusqu'au marché commun. Elles n'ont cependant pas permis d'aboutir à une véritable légitimation des groupements constitués, ni à un véritable essor des économies. Au-delà de la volonté de raffermir le partenariat intracontinental, il paraît que peu soit fait aujourd'hui pour la convertir en une véritable dynamique d'intégration économique. Cette intégration est inextricablement liée à un engagement politique d'approfondissement de la démocratie des institutions, de garantie des droits de l'homme et de consolidation de la primauté des droits.
Ces préalables, qui constituent des tickets d'adhésion à l'Union européenne, n'ont pas été exigés pour appartenir à l'Union africaine. Les différents pays y ont adhéré indifféremment et en dépit de l'ampleur de leurs crises internes et l'incompatibilité de leur structure politique et économique avec les aspirations de l'institution continentale. Tableau 1. Les communautés économiques régionales, CER, reconnues en Afrique. Source Gebagidi, 2013. De surcroît, les critères de convergence et les normes associées établies par certaines communautés économiques régionales africaines, notamment l'UEMOA et la CEDEAO, n'ont pas débouché sur la stabilisation macroéconomique escomptée. L'impact sur l'élargissement des marchés locaux, la réduction de la pauvreté, la réduction des coûts de l'énergie, des transports et des télécommunications et la facilitation des investissements transfrontaliers restent insignifiants. Par ailleurs, le démantèlement tarifaire et la promotion de zones d'échange préférentielles n'ont pas entraîné des avancées majeures dans le développement des flux commerciaux intra-africains. Le commerce intra-régional en Afrique enregistre un niveau très faible en comparaison à d'autres régions du monde. Il se situe à environ 12% contre 60% pour l'Europe, 40% pour l'Amérique du Nord et 30% pour les pays de l'ASEAN CNUSED 2013. Cette situation s'explique, entre autres, par les déficits en infrastructures, le manque de complémentarité des systèmes productifs et les déficiences du cadre institutionnel. De surcroît, le rapport de la CNUSED de 2019 confirme que l'Afrique n'est qu'un acteur marginal du commerce mondial des marchandises. Les pays africains ne s'inscrivent pas dans un élan solidaire d'intégration régionale à l'image de celui qui a été dépeint par l'économiste japonais Kaname Akamatsu, initialement énoncé en 1937 et repris en 1962, pour décrire le modèle des pays du sud-est asiatique connu sous l'appellation du vol d'oie sauvage, Flying Geese. Les économies africaines les plus avancées ne servent pas de lanterne aux autres pays. En revanche, l'insertion des émergents asiatiques dans les chaînes de valeur mondiales s'est progressivement opérée à travers un mécanisme de spécialisation sectorielle et de transfert des avantages comparatifs d'un pays à l'autre au niveau de la région. Dans cette perspective, Artus, Mistral et Plagnol, 2011, confirment que le modèle d'intégration asiatique est centré sur la dynamique impulsée par l'économie chinoise en tant que leader régional. Il précise que la multiplication des accords de libre-échange et les initiatives en faveur de l'intégration régionale montrent que l'Asie cherche à tirer parti de la montée en puissance chinoise. Les pays asiatiques se sont érigés en fournisseurs de premier rang en termes de biens d'investissement et de produits de haute technologie pour accompagner l'expansion de la demande intérieure de la Chine. Le découplage de l'Afrique par rapport aux marchés européens passerait nécessairement par un recentrage des échanges sur les principales économies du continent. De surcroît, l'intensification des flux commerciaux et financiers intracontinentaux serait un levier d'optimisation des coûts et d'amélioration de la compétitivité des exportations africaines. Consciente des difficultés susceptibles d'entraver la réussite du processus d'intégration et d'empêcher les synergies potentielles de se traduire par des effets d'entraînement positifs, l'Union africaine a mené une étude en 2011 en vue de quantifier l'impact des scénarios possibles pour la rationalisation des différentes CER. L'étude a permis de conclure que l'optimisation des communautés régionales ne remet pas en cause la multi-appartenance. 3 voies seraient envisageables dans une telle situation. Cohabitation des communautés régionales comme piliers de la communauté économique africaine en œuvrant à l'harmonisation des politiques, cas de la CEDEAO et de la CENSAD et cas de l'IGAD et du COMESA. 2. Regroupement de certaines communautés régionales pour accélérer la convergence des États membres. 3. Appartenance à plusieurs communautés tout en fixant un bloc d'ancrage. Le maintien du statu quo aboutirait à des effets limités en termes de croissance et d'emploi. Ces 2 indicateurs progresseraient de 4,7% et de 2,2% sur toute la période d'intégration intracommunautaire. Les échanges commerciaux augmenteraient en moyenne de 4,6% alors que le manque à gagner fiscal, dû au changement des tarifs douaniers, serait de 1,3% du PIB. Le deuxième schéma possible s'inspire du traité d'Abuja, en préconisant la mono-appartenance de chaque pays à une seule des 5 régions du continent. À cet égard,
la CNUSED 2019 constate qu'en dépit de l'existence de plusieurs CER en Afrique, la part du commerce intracontinental demeure faible et ne dépasse pas 14,8% environ en 2017. La valeur des échanges commerciaux varie selon les CER. En 2016, la SADC 34,7 milliards de dollars occupe le premier rang, devant la CENSAD 18,7 milliards de dollars, la CEDEAO 11,4 milliards de dollars, la COMESA 10,7 milliards de dollars, l'UMA 4,2 milliards de dollars, la CAE 3,1 milliards de dollars, IGAD 2,5 milliards de dollars et la CEEAC 0,8 milliards de dollars. S'agissant de la part du commerce intracommunautaire dans le commerce africain total, les niveaux d'intégration sont également mitigés. Ils étaient de 84,9% dans la SADC, 59,5% dans la COMESA, 58,4% dans la CENSAD, 56,7% dans la CEDEAO, 51,8% dans l'UMA, 49% dans l'IGAD, 48,3% dans la CAE et 17,7% dans la CEEAC en 2016. Par ailleurs, Makiadi 2016 met en évidence certains achoppements au processus d'intégration en Afrique. L'auteur affirme que les CER n'offrent pas un cadre propice à l'activité productive, à la croissance soutenue et à l'emploi. Les égoïsmes nationaux et la lourdeur administrative y sont pour quelque chose. De surcroît, ces CER souffrent de la faiblesse des institutions démocratiques, de l'insuffisance des résultats économiques et de l'absence de droits politiques, sociaux et civils. Elles présentent aussi un déficit politico-juridique qui se traduit par le non-respect des règles et directives communautaires. Aussi, le déficit de communication et de vulgarisation des données au sujet des groupements régionaux se traduit par un manque d'appropriation de cet élan unificateur par les populations nationales. En outre, la dépendance des communautés régionales à l'aide étrangère, l'ampleur de l'informel, les problèmes d'instabilité politique de certains pays ainsi que les risques pandémiques sont autant de fragilités qui se répercutent sur les efforts d'intégration et retardent le processus de rattrapage économique du continent. Dans ce sens, le plan d'action pour le renforcement du commerce intra-africain 2013, élaboré par l'Union africaine, a mis en exergue les principaux freins au développement des échanges à l'intérieur du continent. Au même titre, la CNUSED 2019 a identifié 3 catégories d'entraves au commerce intra-africain. Le manque de capacité productive et le déficit de diversification économique, qui restreignent la gamme de biens intermédiaires et finales commercialisables et peuvent compromettre le développement des chaînes de valeur régionales. 2. Les coûts commerciaux liés aux droits de douane associés à la lenteur d'application des engagements tarifaires à la base des accords de libre-échange. 3. Les coûts commerciaux non tarifaires, qui freinent la compétitivité des entreprises et des économies africaines. Tableau 2. Taux en % des droits intracommunautaires appliqués en 2014 à 2016, moyenne. Source CNUSED 2019. Qui plus est, la CEA 2006 a mis en évidence plusieurs facteurs qui ralentissent le processus d'intégration des différentes CER considérées par l'Union africaine comme les piliers de l'intégration continentale. Les principaux freins concernent le sous-financement des CER dans la mesure où plusieurs pays membres ne s'acquittent pas de leurs obligations statutaires empêchant ainsi l'achèvement des différents programmes convenus, la fragilité institutionnelle accentuée par le manque de structures nationales dédiées au suivi et à la coordination des activités liées à l'intégration. Sur l'ensemble des pays africains, 32% seulement disposent d'un ministère consacré à l'intégration régionale. CEA 2006. La non-intégration des objectifs des CER au niveau des plans et des budgets nationaux, la lenteur des procédures législatives pour l'intégration. Ces divergences structurelles se répercutent négativement sur le rythme et la qualité de l'intégration continentale en Afrique. La faiblesse du commerce intra-régional qui ne dépasse pas 15% en est l'une des conséquences. Ainsi, le niveau des échanges commerciaux intracommunautaires varie d'une CER à l'autre, en fonction du niveau de développement industriel et économique et du degré de complémentarité des structures de production, de l'état des relations politiques entre les pays membres, et du degré d'engagement des responsables politiques à mettre en œuvre les accords qui instituent ces communautés, CNUSED 2019.
L'implication des pays membres est également très variable à l'échelle régionale ou infrarégionale. En dépit de la marginalité du poids de l'Afrique au niveau des échanges internationaux de marchandises et de la taille limitée du marché continental, les exportations intra-africaines sont plus diversifiées et moins dépendantes des produits de base que les exportations africaines vers l'extérieur. Les produits minéraux, hydrocarbures, minerais, etc., représentent 33% des exportations intrarégionales. Ils arrivent à 50% des exportations extrarégionales totales. Si la concentration de ces produits est très marquée dans les exportations africaines vers le reste du monde, elle l'est tout autant dans les exportations à l'intérieur des CER. Globalement, en 2015 à 2017, les exportations d'articles manufacturés ont représenté 45% des exportations intra-africaines, mais seulement 20% des exportations africaines vers le reste du monde. 3. Évaluation du processus de convergence des économies africaines à l'aune de l'opérationnalisation de la ZLECAf. Le débat empirique sur la question de la convergence constitue un prolongement aux analyses de la croissance, notamment du modèle de Solow, 1956. Dans ce sens, de nombreux travaux ont associé l'étude de la croissance à l'éventualité de l'existence d'un processus de rattrapage des économies avancées par les économies pauvres. Les résultats obtenus n'étaient pas toujours concordants, en raison de la diversité des méthodes et des tests utilisés. À ce titre, nous nous intéressons au concept de la bêta-convergence, Barrault et Salahi-Martin, 1991. Le test de l'hypothèse de bêta-convergence peut être mené sous le prisme de deux démarches. La bêta-convergence absolue et la bêta-convergence conditionnelle découlant du modèle néoclassique qui suppose que le taux de croissance d'une zone ou d'un pays est positivement lié à la distance qu'il a, ou le sépare de son état régulier. 2. La convergence en club issue des modèles de croissance endogène à équilibre multiple et du modèle néoclassique avec hétérogénéité des agents. 3.1. Évaluation empirique de la bêta-convergence des CER. L'identification des disparités structurelles entre les différents espaces économiques en Afrique revêt une importance cruciale au regard des aspirations à l'édification d'une zone de libre-échange continentale pérenne et équilibrée. La propension des communautés régionales à s'inscrire dans une trajectoire de rattrapage dépend de l'ampleur des freins à la convergence. Compte tenu de la diversité des régimes économiques, mais aussi des niveaux de maturité des CER, la mesure quantitative des divergences n'est pas facilement abordable. Dans ce sens, la bêta-convergence est utilisée pour évaluer les écarts par rapport à une norme déterminée choisie comme cible vers laquelle les entités étudiées sont censées converger à long terme. La bêta-convergence permet d'analyser le processus de retour à la moyenne de la variable retenue et de mesurer la vitesse de la convergence. Cette analyse consiste d'une part, à régresser le taux de croissance moyen de la variable, en l'occurrence le PIB par habitant des pays constituant les 8 principales CER, sur son niveau au début de la période de l'étude et d'autre part, à procéder à l'estimation de l'hypothèse des clubs de convergence. Cela signifie que la bêta-convergence peut être soit absolue, soit conditionnelle. À partir des travaux de Barrault et Salahi-Martin, 1991-1992, il est généralement procédé à l'estimation de la relation suivante. PIBIT est le PIB réel par habitant de la CERI, au titre de la période T. XIT est un vecteur de variable structurelle de la CERI en période T, expliquant le niveau de convergence atteint et UI est le terme d'erreur. L'analyse de la convergence portera sur une période n égale 29 ans. Contrairement à la convergence absolue, non conditionnelle, le modèle de convergence conditionnelle tient compte des variables explicatives. L'intérêt de la bêta-convergence absolue réside dans l'appréciation de la tendance des CER enregistrant un PIB réel par habitant relativement faible au début de la période, à réaliser une croissance plus rapide que les CER à PIB élevé. Lorsque le signe est négatif et significatif, nous pouvons conclure l'existence d'une bêta-convergence. Dans ce cas, le taux de croissance moyen du PIB réel par habitant entre le début et la fin de la période est négativement corrélé au PIB initial par habitant. L'estimation du coefficient de convergence bêta
permet de déterminer la vitesse de convergence interprétée comme étant le taux de convergence. La vitesse de convergence est mesurée par la formule suivante. V égale moins ln 1 plus bêta t, t où t représente le temps. Aussi, l'estimation de bêta permet de calculer la demi-vie, c'est-à-dire le temps nécessaire à une CER pour combler la moitié de la distance qui la sépare de son niveau d'équilibre stable de long terme. La demi-vie est estimée à travers la formule suivante. D égale moins ln2, ln 1 plus bêta. Par ailleurs, l'hypothèse de convergence conditionnelle se traduit par un modèle augmenté par des variables de contrôle exprimant certaines caractéristiques structurelles des CER et permettant de capter le réajustement du PIB réel par habitant d'une communauté vers une communauté plus développée et présentant des caractéristiques similaires. Au regard de la littérature, les variables retenues diffèrent en fonction de l'espace étudié et peuvent inclure la qualité institutionnelle, la qualité du capital humain, le ratio de la consommation publique ou encore le ratio de l'investissement intérieur, etc. Marot, 1996. Nous proposons une analyse en données de panel par CER, couvrant la période allant de 1990 à 2018. Ce choix nous permettra d'améliorer la qualité informative de notre modélisation, de mieux contrôler l'hétérogénéité des individus, d'augmenter les degrés de liberté et d'atténuer le biais de collinéarité. L'équation de régression ci-dessous est retenue en vue de procéder au test de la bêta-convergence conditionnelle. Cette équation est une application du modèle de Mankiw et al. 1992, repris par Islam 1995, au panel des 8 principales CER de l'Afrique, en y ajoutant des variables additionnelles issues de la littérature, en l'occurrence les infrastructures et l'ouverture commerciale. L'équation permet de régresser le taux de croissance sur une constante A représentant les effets spécifiques inobservés des CER, le logarithme du PIB réel par habitant de la période précédente ln IT-1, le logarithme de l'investissement en capital physique ln ICPIT1, le logarithme de l'investissement en capital humain ln ICHIT1, le stock des infrastructures INFIT1 et le taux d'ouverture commerciale OVCIT1. En se référant aux travaux de Canning 1998, Loaysa et Soto 2002, Kinda 2008 et Siriba et Jobert 2015, nous avons retenu le pourcentage des abonnements à la téléphonie fixe en tant que proxy du stock d'infrastructures. Aussi, l'espérance de vie à la naissance est utilisée pour approximer la qualité de l'investissement dans le capital humain, en nous appuyant sur l'analyse proposée par Siriba et Jobert 2015, qui se sont référés aux travaux de Sachs 2005. Le recours aux variables explicatives retardées d'une période s'explique par Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.